Avancez, mais faites attention, c'est pourri ici. Il faut qu'on monte dans le train. Pour la famille Rivera, c'est un exode à haut risque de 3000 km depuis le sud du Mexique jusqu'à la frontière américaine. On est 7 en tout. On vient du Honduras. Il y a mon épouse Dania, ma fille Daniela, mon fils aîné là-bas, Darrell, mon petit-fils, ma belle-fille et mon autre petit-fils, Daniel. Le petit Daniel a 2 ans. En vérité, je ne suis pas du tout rassuré de marcher sur une voie ferrée. En pleine nuit, avec mon fils, sous la pluie, on va choper la crève. Daniela a 13 ans. José, 12 ans. C'est l'angoisse, j'ai peur. Irma, la mère, n'est pas plus rassurée. J'ai déjà plus envie de partir. Vous n'avez pas d'autre moyen de voyager? Non, il n'y a pas d'autre option. Si on prend le bus, on se fait attraper tout de suite par la police. Saleté de fourmis rouges. Allez, on se dépêche, on se dépêche. Comme la famille Rivera, ils sont une centaine de migrants cette nuit-là à embarquer clandestinement à bord de ce train de marchandises. Un train au funeste surnom. On l'appelle la Bestia. La bête, parce qu'elle ne respecte personne. Elle mutile, elle arrache des jambes, des bras ou les deux. Elle peut tuer aussi. Rien ne l'arrête. Nous, on va voir comment on va survivre. La Bestia, c'est un monstre de bruit et d'acier. Chargé de ciment, d'essence ou de farine, ce train de marchandises traverse tout le Mexique à la vitesse de 40 km à l'heure et mesure jusqu'à 1200 mètres de long. C'est le principal moyen de transport des clandestins pour gagner les États-Unis. Mais il y a un prix à payer. Voyager en équilibre au-dessus des rails pendant 1 mois, au péril de sa vie. La pluie a cessé, mais la première nuit a été difficile pour la famille Rivera, qui s'est réfugiée dans ce wagon-benne. Oh, je peux à peine marcher. La nuit a été pénible. J'ai hyper mal au dos. Pas sûr que le petit Daniel comprenne exactement ce qui lui arrive. Ses parents font tout pour le bichonner. Au Honduras, son père était électricien, sa mère serveuse. La famille s'en sortait jusqu'ici avec 150 € par mois. Elle a dû quitter le pays du jour au lendemain. Si on était resté au Honduras, on nous aurait tués, moi et ma famille. Pourquoi? À cause des gangs. Ce sont des gens qui volent, qui tuent et qui rackettent. C'est la mafia. Ils rançonnent les gens humbles comme nous et leur prennent tout leur argent. « 90% des clandestins à bord viennent du Honduras. Ce pays détient le taux d'homicide le plus élevé au monde. C'est aussi l'un des plus pauvres du continent. Le petit José est presque soulagé d'avoir quitté sa maison. Moi, je veux aller aux États-Unis parce que là-bas, au moins, on ne nous menacera plus. Personne ne voudra nous tuer comme dans mon pays. Ils ont quitté le Honduras avec 200 $ en poche. Il ne leur reste presque plus rien
juste de quoi acheter quelques galettes de maïs. C'est très dur parce que nous, les adultes, on ne mange rien. Le peu de nourriture qu'on a, c'est pour les enfants. Alors pour se nourrir, vas-y, attrape-la! Ils font la cueillette. Quelques fèves de cacao qu'ils partagent toujours avec leurs compagnons d'infortune. On est très solidaires. On ne laisse personne de côté. Ah, elle est mûre, celle-là. « 24 heures après le départ, ils sont maintenant plus de 300. Et leur nombre ne cesse d'augmenter. À chaque village traversé, de nouveaux clandestins grimpent sur la Bestia en marche. Au risque de tomber ou de laisser un membre sous les roues du monstre. Le moindre faux pas, la moindre inattention peut être fatale, en particulier sur les toits. Attention! Attention aux branches! Ça tape fort! C'est vraiment dangereux! On ne peut pas dormir, il faut vraiment rester éveillé. Sinon, on tombe. La Bestia ferait des dizaines de morts et des centaines de blessés chaque année. Mais la hantise de tous les migrants, ce sont surtout les opérations de la police mexicaine qui stoppent régulièrement le train pour les arrêter. Il y a l'immigration. Où ça? Devant, apparemment. Attention aux branches. Si jamais l'immigration est vraiment là, faut s'enfuir. Sinon, ils nous attrapent et nous renvoient dans notre pays. Certains se tiennent prêts à fuir entre les wagons, à quelques centimètres des roues. On s'arrête. L'an dernier, 175 000 clandestins ont été expulsés du Mexique avant même d'atteindre la frontière américaine. Cette fois, c'était une fausse alerte. Le train repart. Mais il n'y a pas que l'immigration mexicaine qui traque les migrants. Il y a aussi les gangs ultra-violents qui les assaillent, les rackettent, les tabassent. Jamie, 31 ans, hondurienne elle aussi, a failli être assassinée par une bande armée qui l'a prise en otage pour tenter d'exiger une rançon de sa famille. On marchait sur la voie. Une voiture s'est arrêtée. 4 hommes armés sont descendus. Ils avaient des armes de guerre. Ils nous ont conduits dans un lieu abandonné, un peu comme ici, complètement désert. Il n'y avait rien. Ils nous ont gardés pendant 36 heures, attachés. Regardez, j'ai encore les marques. On était ligotés au sol, sans eau et sans nourriture. Et ils nous ont harcelés pour qu'on leur donne un numéro de téléphone ou un numéro de compte. On leur a répondu qu'on n'avait rien, qu'on ne se souvenait plus. Si tu leur réponds mal, tu te dis ils vont me tuer. Si tu leur réponds ce qu'ils veulent, ils te tuent aussi. Au moindre faux pas, ils te tuent. Et finalement, ils nous ont libérés. Je peux vous dire qu'on est très peu à sortir vivants de ce genre de situation. Selon les autorités mexicaines, 11 000 migrants sont pris en otage chaque année par les gangs. Près des 2 tiers ne s'en sortiraient pas vivants. Après 2 jours de voyage... Regarde, la rivière. Et seulement 300 km parcourus, la Bestia fait sa première escale. Les enfants d'abord.
Ils sont près d'1 millier à descendre des wagons. Pour la famille Rivera, la priorité, c'est trouver un moyen d'acheter à manger. Merci. Je me sens mal. Vas-y, avance un peu par là. C'est la première fois que je fais la manche, mais c'est le prix du rêve américain. Et comment vous vivez ça? C'est triste, mais on est obligé de le faire. Vas-y, demande-lui un peu de monnaie. Sur le parcours, très peu d'organisations humanitaires. Mais un étonnant réseau de solidarité s'est mis en place. Ce sont des citoyens lambda comme Norma Romero, une agricultrice installée à moins de 50 mètres des voies. Je tends l'oreille pour essayer de savoir si le train arrive. Parce qu'on l'entend siffler de très loin. Donc quand on l'entend, on charge les repas pour les amener sur les voies. Le train arrive! On y va vite! Prenez tout! Allez, on court! Avec sa sœur et des voisins, elle collecte de la nourriture dans son village et la distribue tous les jours. Vas-y toi, descends là-bas! À la volée. Descends le plus bas possible! Aujourd'hui, c'était un train court. Et puis il allait vite. C'était pas facile, mais on a réussi à distribuer les repas. C'est une satisfaction pour nous. Car on a pu leur donner à manger. Ça fait 23 ans qu'on fait ça. Et on n'arrêtera pas. Car même si ce qu'on fait, c'est pas grand-chose, ça leur donne un peu de réconfort. Norma accueille chez elle 2 migrants en ce moment. Parmi eux, José, un Hondurien de 21 ans, traumatisé par la bestia. Quand on est arrivé à la ville d'Orizaba, le train sur lequel j'étais a déraillé. Beaucoup de mes amis ont eu de graves fractures. Grâce à Dieu, moi, je n'ai rien eu. C'est une zone où les bandits attaquent le train. C'est pas la première fois qu'ils font dérailler les wagons. Tout ça pour voler la cargaison. L'accident dans lequel José a été impliqué a fait 40 blessés. Et par miracle, aucun mort. En 2018, la bestia a déraillé à 7 reprises, faisant 5 morts et des centaines d'estropiés parmi les migrants. À chaque fois, pour des vols de marchandises ou des vols de rails revendus au poids. Seul un migrant sur 2 réussit à traverser ce Far West mexicain pour se rapprocher de la frontière américaine, de l'autre côté de ce désert. Arrivé à Caborca, l'un des 8 terminus de la bestia, après 1 mois sur les rails. Il faut vraiment avoir du courage pour monter là-dessus. J'ai plein de compagnons qui ont renoncé en route. Mais moi, j'y ai mis du cœur et j'ai été plus fort que la bête. Aucune joie sur leur visage, car la dernière étape de leur périple est la plus dangereuse. La frontière n'est qu'à 150 km
Mais côté mexicain, c'est le territoire des cartels. Ils contrôlent le trafic de drogue, mais aussi le trafic d'êtres humains. Dans le seul refuge de la ville, ils sont près de 140, entassés dans des cabanes. Comme Osmani, arrivé il y a 3 jours, tous savent qu'il faudra payer un droit de passage au baron de la drogue, d'une manière ou d'une autre. Il y a plusieurs options pour traverser. Soit tu trouves un passeur, tu payes au moins 5 000 $ pour avoir le droit de traverser. Ou si tu n'as pas d'argent, tu fais comme tout le monde. Tu portes le sac à dos, comme on dit. Ça veut dire quoi, porter le sac à dos? C'est un sac chargé de drogue. Tu transportes leur drogue. Mais si tu livres pas la canne, ils te butent. Pour moi, c'est pas possible. Tenter de passer sans payer le cartel, c'est risquer de prendre une balle dans la tête. Alors certains se sont résignés à jouer les mules. Moi, je vais le porter, le sac à dos. Si j'avais de l'argent, je ne transporterais pas de drogue. Ça ne vous fait pas peur? Non. Non. Mais c'est pas dangereux? Si, mais je dois prendre le risque. C'est la loterie. Il faut en avoir dans le pantalon et tenter sa chance. S'ils sont arrêtés par la police américaine avec de la drogue, les clandestins risquent 6 mois de prison ferme avant d'être expulsés. Ce trafic d'êtres humains, nous avons pu le filmer avec l'autorisation du baron local. Le cartel veut nous montrer qu'il prend soin de sa clientèle. Dans les sacs à dos de ces migrants guatémaltèques, pas de drogue. Tous ont payé leur droit de passage, 6 000 $ par tête. Ce sont mes provisions pour le trajet. Des gâteaux, des jus de fruits. Des galettes. Ça pèse combien? Environ 25 kilos. Ils s'apprêtent à marcher pendant 8 à 10 jours dans le désert jusqu'à la ville de Tucson, en Arizona. Le cartel fournit le passeur et les tenues camouflage. Ça, ce sont des chaussons qu'on met par-dessus les chaussures. C'est pour que l'immigration ne puisse pas suivre nos traces. On a aussi des bouteilles noires pour qu'il n'y ait pas de reflets et qu'on ne nous repère pas. Ils sont d'abord conduits à proximité de la frontière par un chauffeur employé par le cartel. 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12. Le compte est bon. 2 passeurs et 10 migrants. 6 heures de route sur des pistes défoncées. Pour le transport, le chauffeur est payé 60 $ par le cartel qui rémunère aussi les passeurs. Ricardo, t-shirt turquoise, et Vicente, maillot noir. Ils vont guider les clandestins jusqu'à leur ville d'arrivée, aux États-Unis. Pour chaque personne que j'emmène aux États-Unis, je gagne 1 000 $. Aujourd'hui, j'en emmène 6. Donc j'ai empoché 6 000 $. C'est un bon business. Que répondez-vous aux gens qui vous accusent de faire du trafic d'êtres humains? J'en sais rien. Moi, je fais mon boulot. Mon travail, c'est de connaître le désert. Je les aide et je les considère comme des êtres humains. Les passeurs risquent 5 à 10 ans de prison au Mexique. Mais ils ne sont presque jamais arrêtés de ce côté de la frontière. Qu'est-ce qui se passe si la police vous contrôle? Ça dépend de quel service de police. Si c'est la police municipale ou la police d'État, il ne se passe rien. Non, eux, ils vont contrôler les gens et puis ils nous laissent tranquilles. Par contre, il faut se méfier de la police fédérale. Et pourquoi il ne se passe rien avec la police municipale ou la police d'État?
Il travaille avec le cartel? C'est un secret de polichinelle. Certains services de police sont corrompus par les cartels pour couvrir leur trafic. D'ailleurs ici, l'économie de l'immigration clandestine est parfaitement organisée. Si vous voulez, ici, il y a un magasin où vous pouvez acheter des burritos, du soda, des faritas ou des bonbons. Une épicerie dans une ferme, en plein désert. Un autre soda? Des bonbons aussi, s'il vous plaît. Attendez, laissez-moi d'abord terminer avec monsieur. Ça fait 80 pesos. Ici, le soda est 3 fois plus cher qu'en ville. Vous avez beaucoup de migrants dans votre magasin? Bon, ce que vous voyez ici, ce genre de choses, bon, moi je suis juste là pour rendre service, les aider et puis c'est tout. Salut, à bientôt. À l'arrière de la camionnette, les clandestins n'échangent pas une parole. J'ai peur parce qu'il y a beaucoup de risques. Il y a plein de gens qui meurent pendant la traversée, à cause de la fatigue et de tout ce qui peut nous arriver sur le chemin. J'espère que Dieu nous aidera à tous arriver sains et saufs de l'autre côté. L'an dernier, 416 cadavres ont été retrouvés dans le désert. Certains avaient été abandonnés par leurs passeurs. Bon, on va se mettre en marche. Faites bien attention à vous. Ne perdez pas votre eau. Faites attention à ce que le bouchon soit bien fermé pour ne rien perdre. Faut vraiment faire attention à l'eau. Faites gaffe aussi où vous mettez les pieds. Il y a plein de serpents. On y va. Un premier groupe de 6 clandestins prend le chemin de la frontière situé à 2 heures de marche. Le second groupe est déposé 50 km plus loin. Ils sont 4, dont une femme. C'est un atout d'avoir une femme dans le groupe, parce qu'on doit toujours batailler avec les hommes pour qu'ils avancent. Les femmes sont de meilleures marcheuses. Allez, salut, bonne route. Ouais, je te revois bientôt. J'espère que tout se passera bien pour vous. Merci à tous. À bientôt, l'ami. On va s'approcher de la frontière à pied et on va se reposer jusqu'à demain. Ensuite, on va chercher un point de passage. Il faut être vigilant. S'ils parviennent à franchir la frontière, les premiers kilomètres côté américain seront les plus difficiles, à cause des patrouilles de police. Ensuite, il leur faudra encore marcher pendant 8 jours sous des chaleurs caniculaires pour rejoindre Tucson, en Arizona. Depuis la fin de ce tournage, il y a 3 semaines, nous n'avons pas réussi à obtenir de nouvelles de ce groupe. Sont-ils passés? Ont-ils été arrêtés? Téléphones, mails et réseaux sociaux sont restés muets.